Et si le véritable pouvoir sur un pays ne résidait pas chez ses dirigeants officiels, mais dans les mains invisibles de l'étranger? Et si tout ce qu'on vous a appris sur la souveraineté d'un État, sur la richesse et la misère d'un peuple, n'était qu'une façade? Regardez bien le Burkina Faso. Là, sur cette terre autrefois appelée la terre des hommes intègres, le pouvoir réel a longtemps échappé à ses habitants. Pendant des décennies, on y a assisté à une dépossession silencieuse. L'or quitte le pays en caisse, les ressources s'envolent, pendant que le peuple survit avec moins de 2 dollars par jour. Mais on appelait ça stabilité. On parlait de coopération, alors que des troupes étrangères patrouillaient pendant que les villages burkinabés brûlaient. Le Burkina Faso n'était pas seulement victime d'une crise à gérer ou d'une ressource à exploiter, comme le voyaient les capitales étrangères. C'était une nation qu'on saignait à blanc, tout en lui faisant croire qu'elle était aidée. Derrière les discours officiels, le sort du pays se décidait à des milliers de kilomètres, dans des bureaux luxueux où personne n'avait foulé la poussière rouge du Sahel ni partagé la faim de ses villages. Pendant qu'on parlait développement à Paris ou à Washington, les mères pleuraient leurs fils sacrifiés pour un statu quo qui ne leur apportait rien, sinon l'attente et la misère. Mais en septembre 2022, le monde a vu surgir une figure inattendue. Ibrahim Traoré, 34 ans, n'était ni un politicien de carrière ni un homme d'affaires. Il portait l'uniforme, le béret rouge, la fatigue d'un soldat qui connaît la guerre, et il n'avait rien d'un chef d'État classique. Il n'est pas arrivé au pouvoir pour occuper un trône, mais pour briser un miroir. Celui d'un pays condamné à mendier ses propres richesses, à voir ses fils mourir au front pendant que d'autres profitèrent de leur sol. Ce moment a bouleversé bien plus qu'un gouvernement. Il a mis à nu les fondements du système mondial, la façon dont le pouvoir se cache, se transmet, et se dérobe à ceux qui devraient en être les premiers bénéficiaires. Le redressement voulu par Traoré n'est pas qu'un changement de visage. C'est une rupture radicale avec des décennies de soumission, un refus d'être réduit au silence ou à l'attente. C'est la revendication d'une dignité trop longtemps confisquée. Mais voici la question qui nous concerne tous. Si l'on ignore où se trouve réellement le pouvoir, qui contrôle les ressources, qui décide de l'avenir, alors on accepte de perpétuer la spoliation, la dépendance, la pauvreté et l'effacement d'une culture. Ce récit n'est pas seulement celui du Burkina Faso. Il est le miroir de dizaines d'autres pays et le signal d'alarme pour tous ceux qui croient que la souveraineté est acquise une fois pour toutes. Alors, pour saisir l'ampleur du bouleversement en cours, il faut revenir à l'origine, comprendre ce qu'on appelle le silence du Sahel. Sous la poussière du Sahel couve une vérité occultée par des décennies de promesses non tenues. Le Burkina Faso, surnommé le pays des hommes intègres, est assis sur des montagnes d'or. Pourtant, traversez ces villages. Les routes sont de terre, l'eau potable manque, les écoles sont rares, et les dispensaires, quand ils existent, n'ont ni médicaments ni électricité. Comment expliquer un tel paradoxe? Comment un pays si riche sous ses pieds peut-il rester aussi pauvre à la surface? La réponse remonte à l'histoire récente, mais aussi à des décennies d'extraction méthodique orchestrées par l'extérieur. Depuis l'indépendance, et même bien avant, la richesse du Burkina Faso n'a profité qu'à une poignée de grandes sociétés minières, souvent étrangères, appuyées par des intérêts puissants. Chaque jour, des tonnes d'or quittent le pays. Les camions, chargés à ras-bord, traversent les frontières vers des ports lointains, direction les coffres forts des banques internationales. Pendant ce temps, les villages d'où sortent ces richesses restent oubliés, comme si la terre elle-même avait été vidée de son énergie vitale. On vante souvent la stabilité du pays, une stabilité qui n'est en fait que le masque de l'immobilisme, où l'ordre est maintenu non pas pour le bien-être de la population, mais pour garantir que le flux des ressources ne soit jamais interrompu. Derrière les discours sur l'aide au développement et les partenariats, il se cache un système bien huilé où les profits s'envolent et où la population récolte à peine les miettes. Les hôpitaux peinent à fonctionner, les écoles ferment, et l'emploi se fait rare. Des générations entières ont grandi avec la certitude que leur avenir se jouerait ailleurs, que l'or, le coton ou même la terre ne leur appartenaient pas vraiment.
C'est dans ce contexte que surgit Ibrahim Traoré. Simple capitaine, sans pédigré politique, il découvre la réalité du terrain. Des soldats envoyés au front avec des armes obsolètes, des familles déplacées, des villages abandonnés. Il voit de ses propres yeux l'envers du décor, loin des salons climatisés de la capitale ou des conférences internationales. Pour lui, la sécurité dont parlent les partenaires étrangers est une illusion. Le vrai danger, c'est l'abandon de ceux qui vivent, travaillent et meurent sur cette terre, pendant que la richesse file ailleurs. Très vite, Traoré comprend que l'état de pauvreté n'est pas un accident, mais la conséquence directe d'un système pensé pour maintenir la dépendance. Accepter ce statu quo, c'est accepter que chaque gramme d'or extrait continue de servir d'autres intérêts, que la misère soit présentée comme une fatalité et que la dignité du peuple burkinabé reste piétinée. Mais le réveil brutal d'un jeune capitaine va tout changer. Place au conflit. Pourquoi le peuple du Burkina Faso vit-il dans la misère alors que son sol regorge de richesses? Cette question, Ibrahim Traoré n'a pas seulement voulu y répondre, il a décidé d'y mettre fin. Très tôt, il comprend que la pauvreté de son peuple n'est pas une fatalité, mais le résultat d'un système minutieusement organisé. Les boucles de dépendance, héritées de la colonisation, sont partout. Dettes écrasantes, traités commerciaux déséquilibrés, accords de sécurité qui rassurent tout le monde, sauf les Burkinabés. La souveraineté n'est qu'un mot aussi longtemps que l'on confie la vraie richesse du pays à d'autres mains. Quand Traoré accède au pouvoir, il ne commence pas par de grandes déclarations. Il commence par un geste redoutable. Il lance un audit complet du secteur minier. D'un simple trait de plume, il envoie un signal de panique jusqu'aux bourses de Londres et de Paris. Pour la première fois depuis l'indépendance, les ouvriers des mines entendent que le fruit de leur labeur restera dans le pays des hommes intègres. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est la promesse que la richesse du sous-sol protégera enfin les enfants du sol. Mais derrière cette décision, une vérité glaçante éclate. La pauvreté, loin d'être une anomalie, est savamment entretenue pour garantir la stabilité des marchés étrangers. Des contrats léonins, signés sous pression ou dans la précipitation, siphonnent depuis des décennies l'or, le manganèse, le coton, pour alimenter des économies lointaines. Les quelques miettes qui restent ne suffisent même pas à bâtir des écoles ou à soigner la jeunesse. Traoré le dit tout haut. La misère n'est pas un accident, c'est une exigence du système. Il ne s'arrête pas à l'audit. Très vite, il frappe fort. Renégociation des contrats miniers, taxation accrue pour les multinationales et transfert massif de ces nouvelles ressources vers la défense et l'agriculture. Plus de 30% du budget national sont réorientés pour que le pays puisse se défendre et se nourrir lui-même. Il va à la rencontre des paysans du Sahel, s'assoit à même le sol, écoute leur faim, partage leur deuil. Il ne promet pas des miracles, mais une reprise en main du destin national. Il explique que la fin de liberté commence par la capacité à nourrir ses enfants. Une nation qui ne peut pas se nourrir ne peut pas dire non, lance-t-il. Mais à chaque geste fort, la riposte s'organise. Les premières conséquences ne se font pas attendre. Agences de notation qui dégradent la note du pays, retard dans l'acheminement des médicaments essentiels, blocage douanier silencieux. On ne bombarde pas, on étrangule par la paperasse, le crédit, le chantage diplomatique. L'isolement guette, la pression s'intensifie. On murmure à l'international que le Burkina Faso prend un chemin dangereux. Dans l'ombre, les anciens maîtres colonisateurs reviennent à la charge, déguisant les chaînes d'hier en partenariat d'aujourd'hui. On propose de lever le blocus si le pays accepte de revenir à l'ordre établi, de rendre quelques mines, de rouvrir les bases militaires étrangères. Chaque lettre reçue à la présidence pèse le poids d'un avenir. Céder, c'est trahir les morts. Résister, c'est risquer de tout perdre. Traoré refuse de plier. Il sait qu'en défiant l'ordre imposé, il ouvre la porte à l'isolement, aux représailles, peut-être même à la déstabilisation de son pays. Mais il sait aussi que la liberté n'a pas de prix, et que le monde observe. Alors que la pression monte, une évidence s'impose. Le Burkina Faso ne pourra pas survivre seul face à la tempête qui s'annonce.
C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré décide d'élargir la résistance, de tendre la main à ses voisins pour porter la lutte au-delà des frontières. Le choix du capitaine. Capituler face aux pressions ou inventer une nouvelle voie. C'est là que s'est joué le destin du Burkina Faso. Lorsque la pression extérieure est devenue insoutenable, Ibrahim Traoré s'est retrouvé devant un dilemme que peu de leaders ont eu le courage d'affronter. Céder aux sollicitations, accepter le retour des anciens maîtres, ou rompre, coûte que coûte, avec la dépendance. Les lettres qui s'accumulaient sur son bureau promettaient la fin du blocus, à condition de rendre les concessions minières, d'accepter des conseillers étrangers. Mais répondre, c'était choisir le prochain demi-siècle des Burkinabés. Traoré a préféré le silence. Et ce silence a retenti comme une détonation dans les salles de marché, les chancelleries, les banques centrales. Conscient qu'on ne peut pas prétendre être le maître chez soi quand les clés du garde-manger sont ailleurs, Traoré s'est attaqué à l'autre grande boucle de servitude, la monnaie. Depuis l'indépendance, la moitié des réserves nationales dormaient dans un coffre à Paris, immobilisant l'avenir du pays. Briser cette chaîne, c'était attaquer le cœur du système. Mais il savait qu'il ne pourrait pas le faire seul. C'est ainsi qu'est née l'Alliance des États du Sahel, cette coalition inédite avec le Mali et le Niger. Ensemble, ils ont décidé de cesser de demander la permission d'exister. Ce pacte n'était pas qu'une alliance militaire. Il faisait voler en éclats la carte coloniale et annonçait un projet de monnaie commune, adossé non plus à l'euro, mais à l'or et à l'uranium du Sahel. La riposte occidentale a été immédiate, brutale. Sanctions, suspension de l'aide au développement, blocus administratif. Du jour au lendemain, les écoles, les hôpitaux, les marchés ont senti le coup près. Les instituts financiers tiraient sur toutes les manettes, gel des avoirs, interruption des transferts. Certains, dans les bureaux climatisés de Paris et de Washington, misaient sur l'effondrement rapide du régime. Mais ils n'avaient pas compris la résilience du peuple du pays des hommes intègres. Au lieu de plier, une mobilisation inédite est née. Le gouvernement a créé un fonds souverain national, alimenté par les revenus désormais captés des mines d'or et des ressources locales. Les citoyens, des commerçants aux enseignants, ont mis la main à la pâte. Dans les villages, on a construit des écoles, non pas grâce à une ONG étrangère, mais avec les taxes nouvellement perçues sur l'or du terroir. Pour la première fois, le miracle s'est incarné. Les enfants voyant le fruit de leur richesse rester dans leurs mains. Mais ce miracle avait un prix. La rareté des médicaments, l'inflation sur le pain, la peur de la pénurie. L'épreuve de force a culminé avec la menace d'une option nucléaire financière. Le blocage total du système bancaire par les institutions occidentales. À ce stade, la question n'était plus seulement économique. C'était un affrontement existentiel. Traoré savait qu'il risquait une crise humanitaire sans précédent, que l'histoire le jugerait sur sa capacité à tenir. Mais pour lui, et pour beaucoup de Burkinabés, la dignité retrouvée valait davantage que la stabilité imposée. Dans ce bras de fer, la solidarité régionale s'est affirmée. La confiance dans les partenaires africains, cherchant eux aussi à sortir du piège, a pris le pas sur la soumission aux diktats extérieurs. Les discussions sur la nouvelle monnaie avançaient, les plans pour contrôler totalement la chaîne de valeur des ressources prenaient forme. Mais la route restait semée d'embûches. La fin guettait. La tentation du retour à l'ordre ancien, elle, n'était jamais loin. Pourtant, au bord du gouffre, un modèle inédit commençait à émerger. Un modèle dont les leçons pourraient bien dépasser les frontières du Sahel. Quand la richesse nationale sert enfin le peuple, tout devient possible. Au Burkina Faso, les effets concrets de la résistance ne se limitent plus au discours. Ils transforment la vie, la rue, les villages, l'espoir. Imaginez, la première raffinerie nationale d'or a ouvert ses portes. Plus besoin d'exporter le métal brut pour qu'il soit transformé ailleurs, désormais, ce sont des mains burkinabais qui transforment la fortune du pays sur son propre sol. Cette usine n'a pas été bâtie grâce à la générosité d'une ONG étrangère, ni sous la tutelle d'un bailleur international. Non. Elle est née de la récupération des taxes sur l'or, enfin captées par l'État pour le service de sa population. Le changement s'est fait sentir très vite. Grâce à ce flux d'argent resté au pays,
plus de 500 écoles ont été construites en 3 ans. Pour la première fois, dans des régions longtemps oubliées, la richesse du sous-sol a permis d'ouvrir des salles de classe, d'offrir des livres, de donner un avenir. Là où l'or était autrefois synonyme de guerre ou de pillage, il devient source de savoir. Le taux de production agricole, lui aussi, bondit de 20% dans les zones libérées. Quand le paysan n'est plus exploité, quand il cultive une terre qui lui appartient, la terre le lui rend. Mais la transformation ne s'arrête pas à l'infrastructure. La véritable révolution, c'est que chaque citoyen est devenu, à sa façon, actionnaire de l'avenir collectif. Ibrahim Traoré a créé un fonds souverain national. Plutôt que de tendre la main à l'extérieur, il a invité le peuple à investir lui-même. Commerçantes, enseignants, soldats, tous ont contribué, même modestement. Cet élan a fédéré l'énergie de tout un peuple. Pour la première fois, chaque franc investi construisait une école, une voie, un hôpital, sans passer par des circuits opaques ou des intérêts étrangers. Il n'y avait plus de distance entre l'effort individuel et le progrès du pays. Chacun voyait l'impact de sa contribution. C'était une nouvelle façon de bâtir, ensemble, hors du joug des banques et des grandes institutions. Évidemment, les institutions mondiales n'ont pas tardé à réagir. Sanctions, campagnes de discrédit, menaces sur la stabilité monétaire, tout a été tenté pour faire plier le nouveau pouvoir. Mais le soutien populaire n'a pas faibli. Les Burkinabés, galvanisés par la dignité retrouvée, ont résisté à la pénurie, à l'inflation, aux privations. Car pour eux, la souveraineté valait plus que le confort immédiat. Dans les rues de Ouagadougou, on a vu les visages changer. La résignation a laissé place à la fierté. Ce modèle, loin de s'isoler, a fait école. Le Burkina Faso, rejoint par le Mali et le Niger, a formé un bloc solidaire de 80 millions d'habitants, décidé à reprendre en main ses ressources. Ensemble, ils pèsent désormais d'un poids nouveau sur la scène internationale. Plus question d'être opposés les uns aux autres, ni de servir de prétexte à des interventions extérieures. Leur union est devenue un exemple pour tout le continent africain, voire au-delà. Mais attention, l'histoire nous enseigne que si ce mouvement de reconquête échoue, si la leçon n'est pas retenue, tout peut basculer à nouveau. L'emprise pourrait revenir, les cycles de dépendance se refermer, et la dignité chèrement acquise s'effacer dans la peur, la misère, la marginalisation. Alors, face à ce parcours, une question s'impose. Quel choix feriez-vous face à un tel défi? Le passé s'est refermé, mais le futur reste à écrire. Et vous, que feriez-vous? Face à l'histoire du Burkina Faso, il n'y a plus de spectateurs innocents. Ce que nous venons de parcourir ensemble n'est pas seulement le récit d'une nation qui a refusé de ployer sous le poids de l'injustice. C'est le réveil d'un peuple, la démonstration éclatante qu'aucune fatalité n'est indépassable tant qu'il existe une volonté de changer le cours des choses. La trajectoire d'Ibrahim Traoré et de son pays nous force à regarder au-delà des récits convenus, à voir autrement ce continent trop souvent résumé à ses plaies et jamais à sa puissance de résilience. On a longtemps présenté l'Afrique comme un terrain passif, condamné à subir l'histoire écrite par d'autres. Ici, c'est tout l'inverse. Quand les vieilles puissances, agacées par la perte de contrôle, ont voulu paralyser le Burkina Faso, l'arme financière a échoué à courber l'échine du capitaine Traoré. Ce choc n'a pas brisé le peuple, il l'a soudé. Le refus de répondre aux lettres secrètes des anciens maîtres n'est pas de l'insolence, mais la marque d'une indépendance retrouvée, d'une confiance farouche en ses propres ressources. C'est dans les actes concrets que ce renouveau s'exprime. La première raffinerie d'or nationale, c'est tout un symbole. La richesse du sous-sol n'appartient plus aux autres, mais revient enfin à ceux qui la font jaillir. Plus de 500 écoles construites en 3 ans, une production agricole en hausse de 20% dans les zones libérées. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des preuves. Preuve qu'en retrouvant la maîtrise de ses richesses, une nation retrouve aussi la maîtrise de ses destins, de ses enfants, de son avenir. Le choix posé par Traoré, celui de rompre les derniers liens de dépendance, de tourner le dos à la validation extérieure pour répondre d'abord à la confiance de son peuple,
possède une portée universelle. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso, ni même de l'Afrique. C'est l'histoire de tout peuple confronté au dilemme. Accepter l'ordre imposé ou risquer l'inconnu pour espérer la dignité. La question n'est donc plus « est-ce possible ?» Elle devient « oserons-nous, là où nous sommes, refuser la soumission pour construire autre chose ?» Aujourd'hui, la responsabilité ne repose plus seulement sur les épaules des Burkinabés. Nous tous, auditeurs, africains ou non, jeunes et moins jeunes, sommes désormais témoins et donc responsables. Ignorer ce mouvement, c'est valider l'ancien ordre, cautionner la répétition des scénarios de pauvreté organisée, de manipulation, d'effacement culturel. S'y intéresser, le soutenir, c'est devenir partie prenante de l'histoire qui s'écrit, et non plus de celle qui s'impose. L'exemple burkinabé rappelle que la souveraineté, la liberté et la dignité ne sont pas des héritages figés. Ce sont des conquêtes fragiles, à défendre et à renouveler sans cesse. Il suffit d'un refus, d'un dernier non pour inverser la logique de domination. Et d'un premier oui à soi-même pour ouvrir un chemin inédit. Le Burkina Faso ne prétend pas offrir une recette universelle, ni une victoire définitive. Mais il trace une voie courageuse, où chaque citoyen devient acteur, où l'on n'attend plus le salut de l'extérieur, mais où on l'arrache, ensemble, dans la poussière rouge du Sahel. Ce pays qui se dressait naguère comme l'homme intègre de l'Afrique, redevient, sous les yeux du monde, le laboratoire vivant d'une indépendance assumée. Alors, face à cette histoire en train de s'écrire, de Ouagadougou à Bamako, de Niamey à toutes les terres spoliées, la question qui se pose à chacun de nous est simple, mais incontournable. Serons-nous de ceux qui détournent le regard, ou de ceux qui, inspirés par la dignité retrouvée d'un peuple, choisissent d'écrire le prochain chapitre? Le choix appartient désormais à chacun. Le passé s'est refermé. Le futur, lui, attend d'être façonné.